fait africaine. Et ce qui identifie souvent en fait l'Africain par rapport à cet aspect-là, c'est le panafricanisme. Donc, moi, c'était à Mhm. cette époque-là que j'ai connu un petit peu euh, ces, ces, ces chercheurs et ces auteurs-là, que ce soit Obenga ou que ce soit en fait, et puis d'autres aussi, hein, euh, qui ont aussi fait qui ont écrit des choses qui étaient assez importantes, assez intéressantes. Donc, par la suite, il va y avoir d'autres qui vont arriver, qui vont mettre en place en fait d'autres choses. Et ainsi, on va se retrouver dans ces histoires en fait d'un afrocentrisme qui va se transformer un petit peu en fait en kémétisme, etc. Mais est-ce que eux, ils s'identifient totalement dedans? Ça, moi, je pourrais pas dire ça en fait à leur place. Mais moi, je les ai connus pas dans les mouvements en fait kémites, mais je les ai connus dans les mouvements panafricains. Africaniste. Voilà. Ok, merci beaucoup, tonton. C'est comme ça que j'ai connu leurs écrits en tout cas. C'est dans cet aspect-là. Maintenant, après, si d'autres veulent dire que maintenant ils sont kémites, ça, je ne sais pas, je m'engagerai pas là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, dans leurs écrits et dans un certain nombre de choses, ils luttent beaucoup plus pour cet aspect de panafricanisme. Parce qu'il faut bien distinguer le panafricanisme de l'afrocentrisme et aussi en fait du kémitisme. Il faut bien tout distinguer. Ok, bonsoir D'accord, Tony. parce que c'est Bonsoir pas pareil. Réveil. Bonsoir Réveil. Je Non, vais c'est te distinct. déposer rapidement. Au réveil, bonsoir. Je vais te déposer Hello rapidement AD. mes questions. Salut, ça va bien? Désolé de te couper, désolé de te couper SFR. Bonsoir tout le monde. Donc, il Je n'y a vais pas de te problème. déposer rapidement mes questions et retourner parce que là je suis encore au bureau là. J'ai pas encore Ah, fini. ok. Euh, j'ai trois questions. Trois questions. Trois. Tu vas peut-être les noter et on va revenir sur ça après. La première question, ça a trait à la première partie de ton développement. Et je posais la question dans les commentaires de savoir, je disais à Maman Eben que oui, elle est un peu complexe ma question, mais je pense qu'on arrivera à comprendre cela facilement. Est-ce que euh, la façon dont les haplogroupes ont été établis, notamment le courant linguistique nigéro-sénégalais, parce que cette partie nigéro-sénégalaise fait partie de la bande nigéro-congolaise qui couvre depuis l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Adamawa complètement, incluant une partie du Nigeria. Est-ce que cette répartition, telle qu'elle a été établie, a influé sur la répartition de l'identité, c'est-à-dire de l'ADN même des personnes qui sont issues de, de, de ces migrations qui ont eu lieu. Et donne-moi juste une petite seconde, je vais essayer de remonter un tout petit peu. Voilà, j'ai demandé est-ce que les caractéristiques, est-ce que les sons utilisés, les sons, quand je parle de sons, je parle de phonétique, je parle de langage parlé, est-ce qu'elles sont caractéristiques éventuellement de, de, de ces migrations, de ces vagues de migration, justement? Ça, c'est la première question. La deuxième question a trait à la première question. La deuxième question, elle est plus simple. Est-ce que c'est en se basant sur cette carte, j'ai envoyé deux cartes spécifiques dans le groupe de formation. J'ai envoyé deux cartes spécifiques. Et sur ces deux cartes spécifiques, tu verras clairement ce que je disais dans la question numéro un. Est-ce que c'est ça qui fait qu'il est plus facile pour certains? Est-ce que c'est ça qui fait qu'il est plus facile pour certains d'avoir des facilités à apprendre d'autres langues? C'est-à-dire, tu trouves quelqu'un qui est issu du Togo, par exemple, ou du Nigeria, mais qui a une aisance terrible à parler le mandinkan, à parler le Haoussa, à parler le Fulani,
à parler plusieurs langues qui tournent autour de lui et le plus rapidement possible. Et je voulais savoir s'il y a un impact. Est-ce que scientifiquement on peut l'expliquer ainsi? Et la troisième question, suivant la répartition des langues en Afrique de l'Ouest surtout, et suivant ce qu'on a obtenu après la colonisation, et on remarque clairement que l'Afrique occidentale a été colonisée par le colonisateur français, je me demande si tu te rappelles, en 2007, RFI a lancé ses programmes en Hausa. En 2010, RFI a lancé son programme en Kiswahili. En 2015, ils ont lancé maintenant le programme en mandinkan. Et quand tu vois ces trois langues-là, réveille, tu vois à peu près déjà la couverture de ces trois langues-là. Le Hausa. Et quand je parle du Hausa, j'inclus le Peul, le Fulani et le Fulfulbe. Quand je parle du Kiswahili, j'inclus également les langues parlées dans le Maasai et le Swahili lui-même. Et maintenant le mandinkan qui est partagé entre la Guinée, le Mali, le Sénégal, une partie du Burkina. Est-ce que tu vois un peu là où je veux en venir? Et quand tu regardes la répartition de ces trois langues par rapport à la carte, ce que ça donne. Ça, c'est les trois questions que je voulais poser. Ok. Ce que j'aime beaucoup avec toi, Adé, c'est que tu poses des questions compliquées, tous en même temps, et ensuite tu vas descendre. Ça aurait été bien qu'on puisse Ouais. traiter one-one. Mais bon, on va essayer. Je vais essayer d'englober en fait du coup. Euh, bon, est-ce que cette carte, cette répartition, ce qu'il faut comprendre que cette répartition en fait, elle est effectivement non seulement liée en fait avec des, des, des souches linguistiques, mais aussi avec tout l'aspect en fait d'aplogroupe Y et aussi en fait X. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que en réalité, c'est un mélange en fait par rapport non seulement aux gènes, mais aussi, c'est-à-dire à l'ADN, mais aussi en fait par rapport en fait aux traits linguistiques. Mais quand on parle de traits linguistiques ici, c'est pas seulement quelques mots qu'on va prendre pour pouvoir essayer de faire des raccrochements. C'est vraiment en fait des profondeurs de plusieurs mots avec en fait des bases profondes pour vérifier si effectivement ça se lie. Et en effet, quand tu prends par exemple la situation en fait en termes génétiques, tu retrouves par exemple les haplogroupes en fait B et A qui sont très anciens. Et donc ici tu retrouves en fait les Khoisan, haplogroupe A et les pygmées haplogroupe B. Donc eux, tu les mets déjà en fait à part, mais ils étaient là déjà il y a longtemps. Ensuite, tu vas maintenant prendre en fait ce côté, toute cette bloc là qui va se subdiviser en fait en réalité, c'est cet aspect en fait en quelque sorte qui va quitter à partir des haplogroupes en fait E. Donc l'aplogroupe E, justement, elle va prendre en fait sa souche dans ces zones en fait des Grands Lacs, ces zones en fait de l'Est, hein, du bas de ce croissant fertile, ce qui était apparenté, hein, parce que les Égyptiens appelaient ça un petit peu les pays de Punt, mais vous redescendez dans toute cette zone-là, c'est ici qu'on retrouvait justement cette base-là en fait de E qui va en fait monter en Égypte. Certains vont aller au centre, d'autres vont prolonger et d'autres vont se dispatcher un petit peu en fait vers le sud. Donc en réalité, toutes ces zones-là dont tu parles là, en fait, c'est toute la base en fait du E. C'est-à-dire, c'est toute la base de l'aplogroupe E. Et cette haplogroupe E là, elle va se subdiviser. Et tu vas avoir en fait, par exemple, on te dit sur des écrits de d'autres auteurs, par exemple, toujours en fait Bocchino, donc il va te dire en fait
que lorsque tu te retrouves, par exemple, l'agrogroupe dominant en fait en Afrique est le E. Il a été apparu en fait tardivement, il est vrai, dans il y a 70 000 ans, et sans doute au niveau en fait des plateaux éthiopiens. Il se subdivise en fait en deux groupes. Les deux groupes principaux, c'est-à-dire les E1B1B au nord, qui est étroitement en fait lié au peuple afro-asiatique, et les E1B1A au sud, qui est lié en fait au Nigéro-Congolais. Il témoigne en fait de migration en fait amorcée en fait vers la fin de l'époque en fait glaciaire. Donc tu vois, eh ben, c'est tout cela en fait dans cette zone-là. Quand il s'agit par exemple des E1, quand tu te retrouves avec les E1B, tu vois, quand tu te retrouves avec les E1B1B, eh ben, c'est là où tu vas retrouver cette base dont tu parlais là, c'est-à-dire tout le côté afro-asiatique, c'est-à-dire en fait les langues fulbéennes, les langues berbères, etc. Parce que les langues arabes vont venir en fait se mélanger en fait. Donc c'est pour ça qu'en quelque sorte, Oui, les Fulbé, les Fulbé les Haoussa, les Berbères sont justement ceux qui sont normalement ben, les suites en fait des Libous, si tu veux en fait en quelque sorte. Parce que c'est eux qui étaient un petit peu installés en fait, plus en fait dans cette zone-là. Ensuite, tu as les autres, les E1, tu as les E1B1A qui eux vont venir rentrer dans tout ce bloc en fait nigéro-congolais. Et dans ce bloc congolais. Oui. nigéro-congolais, c'est là où tu vas retrouver en fait l'Ouest Les Atlantique, Bantous. tu vas Oui. retrouver les Mandés, tu vas retrouver les Voltaïques, les Adamawen, tu vas retrouver les Oubanguiennes, les Sud-Atlantiques et les Bantous. Attention, souvent les gens disent Bantou, mais en termes linguistiques, en réalité, il faut distinguer. Par exemple, les Adamawa ou Banguiens, ils peuvent faire partie de la grande famille Bantou, mais après, en fait, ils se séparent. Et il faut souvent, en fait, distinguer ça. Et en réalité, en fait, tu retrouves maintenant tout ce côté-là, en fait. Quand ils parlent, par exemple, en fait, des langues telles que le Lingala ou, en fait, le Kikongo, eh ben, tu vas plutôt te retrouver en fait dans cet aspect-là en fait bantou, mais purement bantou, c'est-à-dire langue bantou. Mais par contre, quand tu es du côté en fait du Cameroun et de Centrafrique, tu es en fait dans Adamawa ou Bangui. Pareil pour le Nigeria, c'est-à-dire là où il y a les Yoruba. Et, et par Oui. exemple, il y a une partie en fait du Nigeria où tu retrouves à nouveau en fait les bantous. C'est pour ça que je vous avais dit en fait dans les migrations, les bantous arrivent en fait au centre, ils vont, ils vont combattre en fait les pygmées, ils vont combattre en fait les Khoisan. Et ensuite, il y a une partie des Bantous qui vont monter. Ils vont aussi aller hein, s'établir, bien sûr, combattre aussi, euh, euh, si jamais ils trouvaient des personnes là-bas. Et après, hop, ils sont redescendus, chassés définitivement en fait les Khoisan. C'est comme ça que les Khoisan sont descendus en fait pour s'établir C'est- désormais c'est- en fait dans des zones telles que le Botswana en fait, etc. Donc, et le Tu vois, côté ça me Swahili, rappelle. le côté, juste de ce quand je finis, le côté Swahili, en Oui. fait, tu as cet aspect-là qui est mélangé justement avec le bloc euh, Congo, mais c'est-à-dire le bas, le bloc Bantou, mais avec une partie qui est liée aussi, en fait, avec le côté, en fait, malgache, c'est-à-dire l'austronésien. Donc, ici, tu vois en réalité les subdivisions qui ont été faites, et ben c'est tout simplement, en fait, ce qu'ils veulent mettre en place. C'est pour ça que ils veulent unifier, en fait, l'Afrique du Nord à travers en fait ce que tu disais. Ils veulent unifier en fait l'Afrique centrale et principalement en fait ils veulent ramener tout le monde en fait en ce qui concerne l'Afrique centrale à l'intérieur en fait du Swahili. Sauf que ça ne marche pas tout simplement parce que le Swahili euh, va plus en fait basculer sur un certain côté et tu retrouves par exemple quand tu vas aux Comores ou des choses comme ça, tu retrouves en fait certains aspects. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais en réalité, ces classifications-là rentrent justement dans l'objectif en fait de pouvoir unifier certaines choses en fait dans l'Afrique. Pour des raisons spirituelles que bon, on va pas forcément détailler ici. Rentrer dedans ici. Voilà. Et franchement, là, je viens de trouver une réponse à la deuxième problématique que j'ai posée alors.
Si c'est le cas, j'ai trouvé réponse à ma deuxième problématique qui a trait à la question qui voulait savoir la facilité avec laquelle on arrive maintenant à pouvoir se parler des langues, vu que c'est une répartition qui se fait Exactement. suivant les groupes. C'est ça le truc. Et, Exactement. et la question le point que je voulais soulever, je t'avais parlé d'une carte la dernière fois que je devais récupérer à la bibliothèque chez moi ici. Malheureusement, je n'ai pas été à la bibliothèque. Mais j'ai retrouvé la même carte et si tu superposes la carte de répartition et la carte de Guillaume de Lille, le cartographe du roi, la carte que Guillaume de Lille a établie en 1701 ou 1702, bon, c'était entre 1701 et 1705, tu vas voir que la carte représente, on dirait que ça a été inspiré de cette carte-là qui a été faite en 1701, ou c'est la carte de 1701 qui a été inspirée de cette carte de migration-là, exactement. C'est ce que j'ai fini par comprendre quand j'ai étudié la carte et que je regarde les vagues de répartition. Surtout en Afrique. Et quand je ne sors pas déjà de l'Est africain, je m'arrête à l'Est africain, je pense que c'est Oui. ça. Il faudra que je vois en fait justement en fait cette carte-là. J'ai envoyé ça. J'ai envoyé la carte de Guillaume Parce que vous j'ai savez envoyé vous la carte de savez que en Guillaume de fait Lille dans le groupe Telegram. vous savez qu'il y a une pression qui est en train d'être mise pour pouvoir en C'est fait quoi ton nom? généraliser en fait. Non, non, ça, Voilà c'est pas la celle-là, carte de oui. Guillaume de C'est Lille. c'est cette carte-là, Ça, c'est cette carte-là, droit à la parole que je t'ai envoyée. Ok, ok, je vais prendre pour oui, là, Oui, c'est celle-là que je voulais que tu voyais. Cette carte, en fait, vous voyez bien en fait les subdivisions en fait dessus. Donc, euh, en fait, il y a en fait justement ces aspects-là où ils veulent unifier, notamment par exemple l'Afrique centrale avec sur la base en fait du Swahili. Donc, mais ça c'est pour des aspects spirituels après derrière. Bon. Mais en réalité, tout se regroupe en fait. Et en fait, c'est un même peuple, mais en termes de généralité, euh, on peut utiliser Bantou, mais en réalité, euh, on doit utiliser en fait ce dont je parlais tout à l'heure. Tout ce subsaharien-là, en réalité, en fait, ce sont en fait des Couchites. Ce sont des Couchites. C'est de ça dont il est question. Et vous voyez bien que même le terme Afrique, là, Afrique, ça n'a rien à voir avec le continent. Je vais vous dire une chose. Les Africains, ce sont les Phéniciens. Les Phéniciens sont les descendants, hein, c'est-à-dire les Libanais, hein, sont les descendants justement en fait de ceux qui étaient en fait à Tyr et à Sidon. C'est-à-dire une partie des Cananéens. Donc, le fait qu'ils sont venus et qu'ils ont conquis justement en fait une partie du nord du continent et qu'ils se sont installés et qu'ensuite à travers l'utilisation en fait de l'identité en fait de leur divinité, lorsque tout le continent porte ce nom-là, la spiritualité de l'ensemble du continent s'attache à ça. Et ça, les gens ne se rendent pas compte. Et ça pose un problème. Et cette divinité-là pose un problème justement en fait au continent. Et tant que les gens garderont toujours cette identité-là d'Afrique, bah, ce problème restera toujours. Parce que le problème est lié en fait à cette divinité-là. Parce que c'est l'identité de cette divinité. En fait, le terme Afrique, c'est l'identité d'une divinité. C'est ça qui me chagrine un petit peu. En réalité, le continent, s'il faille l'appeler, c'est le continent chamite ou le continent Nkami. Pourquoi? Parce que dans l'ensemble, tout ce qui était là, c'était les descendants de Cham. C'est les descendants de Kam. Ou alors, eh bien, ceux qui régnaient dans la plus grande partie, eh bien, c'était les Couchites.
Non, c'est le continent des Couchites. Mais comme l'Égypte a rayonné dans la partie du haut, c'est pour ça que toute l'identité peut s'assimiler dans cet aspect en fait de Nkami. Mais sinon, c'est Couchite. Et tant que le continent ne changera pas son nom, il conservera toujours cette malédiction qui est sur lui. Parce que la malédiction est attachée au mot Afrique. Mais les gens ne veulent toujours pas comprendre. C'est pas pour rien que certaines nations sont en train de récupérer en fait les noms qu'ils avaient en fait auparavant pour rejeter certains noms qui ont en fait des vibrations en fait qui ne sont pas bonnes et qui ne peuvent pas s'identifier en fait au peuple en fait qui sont là sur le territoire. Et quand vous voyez en fait les travaux en fait de Théophile Obenga vous explique bien. Les Égyptiens les appelaient. Et à partir du moment où vous voyez bien qu'aujourd'hui vous avez par exemple en fait les Guinéens d'un côté, les Sénégalais de l'autre, les Camerounais d'un côté, les Congolais de l'autre, mais chacun s'appelle en fait d'une manière en fait bien spécifique. Même les tribus s'appellent aussi de manière bien spécifique parce qu'ils savent très bien qu'ils descendent en fait des différents descendants en fait distincts. Et l'identité qui regroupait justement ça, c'est cet aspect en fait de Numien par rapport à ce pays de l'or, ou alors cet aspect en fait de couche par rapport justement en fait à cet aspect en fait d'Éthiopie. C'est ça l'identité. Ou alors appeler le continent l'Éthiopie. Parce que c'est ça l'identité. Mais Éthiopie, ce serait reprendre l'appellation un petit peu grecque. Les gens peuvent toujours prendre une appellation en fait africaine. Mais pas Afrique. Parce que Afrique, c'est quoi? Ben, c'est les Phéniciens. Et tant que ça ne changera pas, tout ce qui est rattaché là-dessus restera. Et ce sera toujours des gens qui décideront en fait du continent. Ou alors vous avez des sociétés secrètes qui voudront imposer des choses. C'est pour ça qu'il y a des sociétés secrètes qui veulent imposer en fait le Swahili. Vous voyez, c'est ça le problème. Mais bon. Et la meilleure façon de faire propager une langue, ben, c'est de la faire parler par les médias les plus fréquemment écoutés dans les régions les plus éloignées. Exactement. Hmm. Exactement. Tu as capté le truc. C'est bon pour l'image C'est là? pour ça, c'est pourquoi je t'ai fait l'historique. C'est pourquoi je t'ai Super. fait Ah, je pensais que l'historique tu de allais le laisser. l'implantation. Ok. Bah, c'est bon, je pense que tout le monde a déjà Oui, vu là. C'est bon. il faut mettre aussi René, l'autre. est-ce que tu peux agrandir l'image avec la carte? Attends, remets la carte s'il te plaît. Est-ce que tu peux Il faut agrandir son diminuer image s'il te plaît, Réveil? Parce que la carte... Je vais agrandir l'image de J'attendais que droit à vous la finissiez, mais parole. c'est vrai que vous êtes là. Excusez-moi. Merci. Voilà. là, c'est mieux. Voilà, là, on voit mieux là. Vous voyez, vous avez toutes les subdivisions des langues. Vous avez vu le Cameroun, il est divisé en deux. Pour les Camerounais, il est temps que vous connaissiez votre histoire aussi. Là. Vous voyez? C'est ça avec les langues. Voilà les recoupages linguistiques. Et vous voyez tout ce qui est en fait en vert là, que vous voyez vert foncé, c'est les bantous. Donc il y a une généralité qui peut être apparentée à bantou, mais il y a des subdivisions en fait à l'intérieur. Pourquoi? Parce il y a des attaches en fait qui sont distinctes. Les pays, les peuples et langues d'Afrique. Mais alors, Réveil, moi je suis un peu perdue quant à cette histoire de Bantou là. Tantôt on dit que c'est juste l'appellation hein, au niveau des gens ou oui et puis tantôt on te dit non c'est une divinité. Oh, moi je suis perdue dans tout ça. Est-ce C'est que parce tu qu'il peux... y a l'aspect de bantou qui concerne en fait ce qu'ont donné les Occidentaux, c'est-à-dire l'aspect en fait des humains, les bantous. Il y a l'aspect de bantou qui est lié directement en fait à la divinité Muntu. Et c'était les adorateurs de la divinité Muntu, le peuple de la divinité Muntu qui ont été appelés Muntu pour le singulier et Bantu pour le pluriel.
Bon, j'ai D'accord. les Donc, il y a documents hein, pour deux ça. aspects. J'ai les documents pour ça. Comme là, on est sur un autre aspect, c'est pour ça que je les ai pas sortis. Mais je vous les sortirai. Je les avais déjà lus en fait en live en fait. Euh, donc ceux qui sont ici avaient déjà en fait entendu ça. Mais c'est lié et cette divinité Montu, elle était même aussi en fait en Égypte, hein, la divinité Montu. Après, elle va être remplacée en fait par la divinité Amon. C'est d'ailleurs pour ça que lorsque les reines, lorsque les reines Candace vont combattre, elles vont justement en fait, il y a une des reines Candace qui va faire un syncrétisme en fait entre l'aspect de la divinité en fait qui était là chez les Couchites et avec aussi cet aspect en fait de l'Égypte et c'est pour ça que ils vont mettre en place la divinité Imana. Imana qui est le syncrétisme en fait entre la divinité en fait bantou, mais ça c'est quand on rentrera dans les divinités africaines. Je vous expliquerai en fait ces aspects-là. Ces syncrétismes-là entre Imana et puis Amon. Mais pourquoi le syncrétisme? Parce que même en Égypte en fait, au niveau de Thèbes normalement, il y avait cette adoration-là en fait de la divinité Montu. La divinité Montu qui est tout simplement aussi le soleil en fait, hein, en réalité. En fait, le soleil, les Nubiens et les Couchites l'appelaient Montu. Pourquoi? Parce que ben, c'était les peuples qui étaient les plus frappés par le soleil. D'où les peuples de Muntu, les peuples du soleil. Donc les peuples de Bantu, les Bantus. Intéressant. Donc, il y a vraiment Mais les deux, j'ai les documents de ça. les deux aspects, là. Il y a le Oui, côté, il faut bien distinguer, voilà, il faut bien distinguer ce que les Occidentaux ont fait, parce qu'il y a un Occidental hein, qui a fait ce travail-là d'appellation, il y a cet aspect de Bantu hein, qui va se mettre en avant, mais il y a cet aspect-là qui est lié directement avec la divinité Muntu. Et on le retrouve aussi au niveau en fait du Cameroun, hein. Attends, j'ai une image là. J'en avais parlé au niveau de Douala. euh, Là, j'ai pas ressorti les documents, mais quand je les ressortirai, quand on parlera de l'aspect spiritualité, j'en parlerai à ce moment-là. Mais c'est de là que vient, parce que c'était les adorateurs de la divinité Montu. Et après, ce qui va se passer, c'est que on ne sait pas comment l'aspect en fait de Muntu s'apparente aussi à un aspect féminin. Bon, comment ça s'est fait voilà, donc du coup, ça s'est apparenté aussi à la Lune. Mais à la base, en fait, c'était directement en fait au Soleil. C'est ça, Muntu. Un peu Et flou. c'est pour ça que c'est ceux qui sont le plus brûlés. Ceux qui sont le plus brûlés, en fait, par le Soleil. C'est logique, en fait. C'est très logique, c'est très simple. C'est ça les peuples de Montu. Non, ils sont un Montu et puis plusieurs Bantu. Et après, ils vont se subdiviser. Et vous retrouvez leur subdivision dans les langues. Vous avez les différences. En fait, si vous voulez, c'est un petit peu eux tous qui sont dans cet aspect de langue nigéro-congolaise. Mais après, à l'intérieur d'eux, vous avez en fait des subdivisions, en fait, si vous voulez. Mais ce sont tous des adorateurs, normalement, en fait, de la divinité Montu. À la base, c'était ça. C'est-à-dire, en fait, des adorateurs de la divinité, en fait, solaire. Alors que les Égyptiens, eux, à ces époques-là, les Égyptiens, ils étaient beaucoup plus dans l'adoration, en fait, d'Osiris et d'Isis. Non, ça sort flou. Parce que Osiris, il représente, lui, en fait, l'aspect, en fait, de l'agriculture. Il représente aussi l'aspect, en fait, de la religiosité. Dans l'agriculture, la religiosité, c'est ça, ce syncrétisme
entre civilisation et religion, ça vient d'Osiris. Et du coup, avec cet aspect d'agriculture, vous avez en fait cet aspect en fait de germe et de renaissance. D'où en fait après va naître justement en fait tout ce cycle en fait ancestral de renaissance. À la base, dans cette Égypte-là, principalement la base Égypte, c'était en fait Osiris et puis avec Isis en fait qui était beaucoup plus en fait adoré là-bas. Et avec aussi la déesse Hathor, la vache Hathor. Du côté de Thèbes et tout, vous retrouvez plutôt la divinité en fait, d'autres divinités. Et ensuite vous allez retrouver la divinité Montu. Et après vous allez retrouver en fait Amon qui va prendre en fait la place de Montu. Mais tout ça là c'est documenté, hein, c'est documenté tout ça. Donc voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il n'y a plus de questions? Tonton Oh, Réveil, oui. moi j'ai une préoccupation, je sais même pas si ça peut être une question. Tout à l'heure j'ai écouté, je suis arrivée pile poil au moment où Tata Eben avait mis le, on va dire, le récit de l'histoire par rapport aux migrations des, des différents peuples qui sont déplacés de l'Afrique vers l'Asie, de l'Afrique vers l'Europe, de l'Afrique vers les Amériques et tout ça. Mhm. Et après, quand on a fini d'écouter, elle a dit que mais on est bien mélangés tous. Mais si on est bien mélangés et que nous, Africains, on s'est retrouvés un peu partout parce que la souche, c'est parti tout. Bon, en fonction de ce qu'on a écouté, tout part de l'Afrique. Mais en Afrique, au départ, on était tous des Couchites. Les Couchites sont des Noirs. Donc comment se fait-il que en Amérique, là-bas, ils sont pas noirs, en Asie, ils sont pas noirs, en Europe, encore moins. Et puis, nous qui sommes la race souche en vrai, c'est nous qui sommes détestés. Nous sommes, bon, si je ne dis pas ça pour faire des polémiques, mais quand je regarde, c'est comme si on était les derniers en fait. Pourtant, nous sommes les premiers. Donc, il y a un truc que je n'arrive pas à capter. Comment est-ce que les autres sont retrouvés d'une autre couleur et puis nous, on est toujours noirs et puis que nous sommes rejetés alors que tout le monde sait, tout le monde est informé de ce que tous ont des souches noires. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la science dit que l'origine de l'humanité, c'était en Afrique. Mhm. Mais ils ne t'ont pas dit que cette humanité qui était en Afrique était noire. En fait, vous ne D'accord. comprenez pas la subtilité de la science, hein. Ils vous disent que l'origine, c'est en Afrique. Mais ils ne vous confirment pas que ceux qui étaient là, cette humanité qui a vu jour en Afrique, pour eux, euh, les gens étaient d'abord des singes. Et ça, on l'a vu, on, La on- on- semaine passée. on l'a vu, voilà, on l'a vu lors du dernier live. Donc, eux, ils vous disent que les gens étaient d'abord des singes. Et du Mhm. coup, D'accord. vous avez d'abord, par exemple, euh, l'Australopithèque. Ensuite, Mhm. vous avez l'Homo habilis. Vous avez l'Homo erectus. Vous avez l'homme de Néandertal. Vous avez en fait l'Homo sapiens. Donc, ils vous disent que l'homme a quitté du singe et au fur et à mesure, il a évolué pour devenir Homo sapiens. Tu vois? Oui. Donc, maintenant, le singe en question, il était de quelle couleur? On ne sait pas.
Oui, Parce qu'il y parce a qu'il y des a des singes singes qui sont clairs, noirs, il y en a qui sont il y a clairs. des singes qui sont clairs, il y a des singes qui sont plus foncés, etc. Il y en a qui sont au juste milieu. Vous vous êtes jamais arrêté pour vous poser ces questions-là? Déjà, ces singes-là, on ne sait pas de quelle couleur ils étaient déjà à la base. Ensuite, des millions et des millions d'années, parce qu'on dit que l'histoire de l'humanité, c'est plus de 6 millions d'années. Voire même, en fait, ils évaluent en fait à 7 millions d'années l'homme de Toumaï, dont je vous avais parlé la dernière fois. Mhm. Donc, ici, vous voyez bien que de 4 milliards, par exemple, quand on parle de l'Australopithèque, 4,2 millions, pardon, 4,2 millions d'années. Et Mhm. l'Homo sapiens, c'est 35 000 ans. Donc, on vous dit que entre 4,2 millions d'années, c'était l'Australopithèque, c'est-à-dire le singe. Et quand il s'agit de Toumaï, il est encore plus ancien. Bon, forcément, lui aussi, c'était forcément en fait un chimpanzé, encore plus chimpanzé. Mhm. Et on arrive justement en fait à l'Homo sapiens, 35 000 ans, qui lui, ben, il a plus une apparence en fait humaine. Mais pareil, quelle était la couleur de l'Homo sapiens? Ils ne le disent pas non plus. Donc voilà ce que la science dit. Mais la science dit que tout ça, ça a émergé en fait à partir de Toumaï ou à partir d'Australopithèque, directement en fait en Afrique. Mais la couleur, ils ne le disent pas. Et vu qu'il s'agit d'il y a 4,2 millions d'années, à cette époque, est-ce que la température de l'Afrique était-elle pareille? Est-ce que c'était glacier? Est-ce que c'était ensoleillé? Est-ce que c'était brûlant? Parce que si c'est extrêmement ensoleillé, on va se dire, hop, effet du soleil, pigmentation, peau qui se noircit, etc., etc., hein, on va dire noir. Bon, si c'était glacé. Ben, Là, moi, je pose ben, une question aux scientifiques, hein. Si c'était oui. glacé, on fait comment? Moi, je pense que ça va pas changer grand chose, hein. Parce que de toute Ah bon? façon, ceux qui vivent, les Noirs qui vont vivre je dis pas au pôle Nord, là, ils deviennent pas blancs. Ils gardent Bah, toujours leur teint. mets-les des dizaines de milliers d'années là-bas et puis on voit ce que ça donne. On est d'accord? Scientifiquement parlant, ok, c'est Regarde, possible. regarde. Ne soyons pas en fait, soyons un peu logiques. Le blanc là à Oui. l'heure actuelle, quand vous le prenez, vous le mettez sous le soleil à la plage, ça donne quoi? Ça donne Reste-t-il blanc? des gros coups de chaud, ou c'est quoi, coups de soleil. Ah ah, il bronze, non? Et quand il Oui. bronze, il devient quoi? À force de bronzer, il devient quoi? Il devient pas basané? Et Si, cuit. ils deviennent basanés. Ah ah, Oui, ceux qui sont très bronzés deviennent basanés, presque ah comme ah. les Marocains, les Tunisiens. Des fois même, tu les assimiles au peul. Et dites-vous que quand il y a des fabrications de tissus, etc., ça atténue en fait justement cette agression en fait du soleil sur la peau. Mais si vous mettez ces personnes-là sans tissu forcément en fait sur eux, comme par exemple aujourd'hui où les blancs se mettent par exemple en fait à la plage, il leur Pour suffit bronzer. d'aller régulièrement à la plage, ils vont bronzer. Pardon. Effectivement. Réveil, j'ai une approche de réponse. J'ai une approche de Oui, réponse pour la question que tu as posée tantôt oui, quant merci. aux Noirs qui sont dans dans les conditions hivernales. Ça me rappelle un peu la discussion qu'on avait eue avec Cimarron. Et je lui ai posé la question de savoir si ce n'est pas pour pallier à comment dire, cet inconfort climatique que nous les Noirs qui sommes dans les régions où le climat n'est pas très favorable en matière de glacier, oui, parce qu'il fait c'est vraiment le climat de glacier.
est-ce que c'est pas pour ça que nous consommons une quantité élevée de vitamine D3 afin de synthétiser ce que nous n'avons pas dans le sang et que le blanc, lui, il a? Et il a répondu quoi? Il faut qu'il y ait un blanc Bah, qui monte là. il avait dit dans le temps que c'était... Stéphane, Il a répondu effectivement que c'était ça, que c'était la raison, que le fait que j'ai posé la question de la vitamine D3, que ça répondait en partie, que ça répondait clairement à la question qui se posait lors du... C'était le jour où on parlait des races là. Je ne sais pas si tu te rappelles et tout là. oui. Parce qu'il y a des éléments de réponse. Si on doit rentrer plus en profondeur dans les aspects scientifiques et tout, on va aller toucher en fait Tu peux baisser un petit à des choses de mélanine et autres. Il y a toujours des éléments de réponse, mais j'aimerais entendre un petit peu vraiment les uns et les autres. Vous en pensez quoi? J'ai envie de demander Bonjour, que... bonjour Yen. Bonjour Yann. J'ai envie de demander que maintenant, quand le bronzage se fait du côté de l'autre côté là, maintenant, quand on est dans le froid là, est-ce que nous, noirs là, on devient clair de peau, on devient comment? Depuis qu'on est dans le froid ici là, le froid n'a pas eu d'effet sur nous, hein, on n'a pas changé de couleur aussi. peu. C'est ça, Mais est-ce que justement. tu es vraiment dans le Le froid? seul effet, le seul effet, le seul effet que le froid peut avoir sur la peau noire, c'est une certaine coloration. C'est une certaine coloration qui fait qu'on a tendance à nous dire, à nous autres qui rentrons des fois des années plus tard au pays, mais tu as bon teint, tu es plus frais, ton teint est plus frais, ton teint est plus, un tout petit peu plus Oh non, mais c'est éclairé. ça. C'est ça Ça, c'est la l'impact que le maman, froid peut avoir. Adé. Non, maman, Adé, ça, c'est la maman. ce que je te dis, Non, parce qu'il y a des personnes qui nous ont... Je te comprends, mon frère. Il y c'est a le des personnes qui pourquoi. nous ont informé que C'est le il y a pourquoi. des gens qui sont partis. Vas-y, je t'écoute. Je dis c'est le pourquoi, même quand tu vas en pharmacie ici, puisque ici il y a certains médicaments qui sont en vente libre, même quand tu vas en pharmacie, le pharmacien insiste sur la vitamine D3 et c'est pas pour rien que je reviens dessus en fait. Ce n'est pas une vitamine qui est prescrite en Afrique pour la consommation, si vous regardez bien. C'est seulement quand on est ici en Occident qu'on nous prescrit ça le plus souvent. Ok. Adé, je vais t'expliquer pourquoi moi je dis ça. Eh, excusez-moi Parce juste deux que... secondes. Est-ce que j'aimerais juste entendre en fait Yen parce que je connais pas cette Ok. personne, je voudrais juste savoir c'est qui. Ok. Ok.